Sébastien Lecornu vient d'achever son discours de politique générale. Avant de parler des retraites, la première chose pour moi, c'est d'insister sur cette fameuse rupture de méthode. Et là, c'est assez marrant parce qu'en fait, il est en train de réinventer le parlementarisme. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'expliquer oui, le gouvernement va proposer une loi et puis vous allez la discuter et la voter. C'est-à-dire en fait le fonctionnement normal des institutions. Ce qui veut dire comment dire, en filigrane que ça n'a pas été le cas pendant 8 ans, ce qui est le cas. Pendant 8 ans, le gouvernement a piétiné. Alors, 2017-2022, ils avaient une majorité absolue, donc effectivement, le Parlement votait, mais votait de manière industrielle les lois de Macron. Les fameux députés Playmobil, qu'on appelait, c'est-à-dire ceux qui vraiment faisaient qu'appuyer sur les boutons, et c'était vraiment le fait majoritaire dans sa plus grande horreur de la cinquième. Mais depuis 2022 et qu'ils n'ont plus la majorité absolue, ils avaient continué à faire pareil en fait, avec les outils de la Constitution, notamment le 49.3 qui avait permis, on se souvient d'Elisabeth Borne, de ses, je sais plus combien elle en a fait, 20, un truc comme ça, non, de 49.3. Je l'ai plus en tête, mais enfin elle avait passé, chaque morceau du budget avait été passé par 49.3. Et de la réforme des retraites. Et la réforme des retraites, évidemment. Donc, voilà. Là, j'aime bien c'est une façon de renvoyer la balle aux parlementaires. Si vous n'allez pas me censurer, je vous dis que vous allez pouvoir faire votre boulot. Donc, vous n'êtes quand même pas des irresponsables. Alors, les irresponsables, c'est ceux qui ont empêché les parlementaires de faire leur travail depuis 8 ans. Mais là, il y a une proposition. Bon, là, on voit. Là, je vous montre un peu. On voit les insoumis qui disent dehors. C'est Antoine Leaumont qui est. Oui, il répond à Laurent Wauquiez visiblement, mais bref. Ouais, je ne sais pas ce qu'a dit Laurent Wauquiez, mais il était applaudi par Eric Ciotti et une partie de l'extrême droite. D'accord, bon, très bien. Ce sera un autre sujet, ça, les préfigurations de l'union des droites, ce sera un autre sujet à traiter, mais pour un autre stream, restons sur le Cornu. Donc, déjà, il y a cette volonté de dire, mais je vous propose de travailler et de passer le budget, donc, de voter le budget et de débattre du budget, donc vous n'allez pas me censurer au préalable, alors que vous avez la balle dans votre camp, entre guillemets, dans votre... la balle est à la chambre basse, et puis au Sénat, plus tard. Et puis donc il y a la fameuse question de va-t-il réussir à convaincre le Parti socialiste de ne pas le censurer? Ça paraît plutôt bien parti. Oui, il y a une image qui va sans doute rester, alors qu'on oubliera si finalement dans 2 heures les socialistes disent les conditions ne sont pas remplies, on dépose une motion de censure, mais bon. Sinon, s'ils ne le font pas, l'image qui restera, c'est celle de Sébastien Lecornu qui prononce les mots suspension de la réforme des retraites, suivi du banc des députés socialistes qui applaudissent. Donc c'est que pour eux, la condition, pour les parlementaires socialistes, la principale condition de non-censure du gouvernement Lecornu 2, c'était ça, c'était d'annoncer une suspension de la réforme des retraites. Visiblement, ils étaient contents de ce qu'ils ont entendu. Les autres conditions, on le rappelle, il y a un communiqué du PS qui a été publié quelques minutes avant la déclaration de politique générale. Donc il y avait cette demande de suspension, on va y revenir un peu plus longuement parce que c'est un peu moins clair que ça en a l'air. La question de la suspension, la question du 49.3, de renoncer au 49.3, ce qu'a refait Lecornu, avec la possibilité, donc ouvrant la possibilité de discuter de taxe Zuckman, d'autres choses. Il a clairement, non, il l'a pas prononcé comme ça, mais on le comprend que Sébastien Lecornu est contre une taxe Zuckman. Mais c'était pas une condition sine qua non du PS. La troisième condition, on vous l'a pas dit tout à l'heure parce qu'elle est un petit peu floue, mais en gros, c'est avoir un peu plus de lest sur le déficit. Et il y a une petite phrase. Il y a une petite phrase à un moment de Sébastien Lecornu qui parle de déficit. Il devra être à moins de 5% du PIB, c'est-à-dire il propose 4,7, mais il y a une petite marge entre 4,7 et 5, ce qui semble être une volonté de cocher la troisième case du PS, c'est-à-dire avoir un tout petit peu de flexibilité là-dessus. Bon, donc on verra ce qu'ils en disent. En tout cas, Sébastien Lecornu avec une liste à remplir. Voilà, il a coché. C'est ça. Donc juste pour rappeler, donc la suspension de cette réforme, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, la réforme ça s'appliquant progressivement depuis son adoption, ça veut dire que actuellement la génération née en 1963 pouvait partir à 62 ans et 9 mois, d'accord? Et donc ceux qui étaient nés en 64 devaient partir à 63.
Sauf que là, du coup, suspension, ceux qui sont nés en 64 pourront partir à 62 et 9 mois aussi, et ainsi de suite. Le rattrapage par 3 mois, par trimestre. Jusqu'à reprise de la réforme. Mais reprise de la réforme qui sera conditionnée à la présidentielle. Donc, ce qui veut dire que, bon, ça on le savait, hein, que la retraite serait au cœur de toute façon de la présidentielle. La gauche ne manquera pas de le porter de toute façon. Et on sait qu'un candidat comme Édouard Philippe, lui, était pour la retraite à 68, si je ne me trompe pas, à un moment, en tout cas. 67, ouais. Donc, de toute façon, il y aura discussion, il y aura même discussion. Celui, il était aussi pour une part de capitalisation. Bref, il n'y a pas que la question de l'âge de départ, évidemment. Il y a aussi la question des modalités de la réforme, enfin du système des retraites lui-même. Donc voilà, ça veut dire que c'est conditionné à la présidentielle, mais de toute façon, ce serait conditionné à la présidentielle. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas des candidats qui proposent de l'abroger ou de la poursuivre ou de l'accélérer, etc. à la présidentielle. Donc voilà. C'est ça. Alors là où il y a une petite différence avec ce que demandait le PS, ouais. Le PS demandait une suspension, alors je n'ai plus les termes exacts, mais complète et définitive, c'était quelque chose comme ça. Ce que ça voulait dire, c'est tout ce qui doit encore entrer en vigueur, et donc c'est-à-dire une augmentation progressive de l'âge de départ et des années de cotisation. Hein. Mais si on prend l'âge de départ, donc jusqu'à 64. Donc ça voulait dire, on arrête là. C'est pas exactement ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Il a dit on suspend entre guillemets, c'est-à-dire on décale en fait. Oui. Ça va repartir. En l'état, s'il se passe rien, janvier 2028. Ça repartirait à partir de janvier 2028. Oui, mais janvier 2028. Sauf qu'entre-temps, c'est précisément la date d'application du premier budget du prochain président. C'est ça. Enfin, de la prochaine législature en l'occurrence, mais. Donc dans les faits, ça change pas forcément grand-chose. Après, ça veut dire quand même que la loi en vigueur sera toujours cette réforme des retraites 2023. Bon. Et Sébastien Lecornu a précisé que ça concernerait 3,5 millions de personnes. Ça paraît beaucoup, mais faut vérifier. Auquel cas, le PS pourrait se prévaloir d'avoir aidé concrètement 3,5 millions de Français en ayant donné cet ultimatum et voilà. Oui, ce sera leur argument, parce que, bon, évidemment, tout ce qui se joue aussi, c'est Après, qu'est-ce qui gagne ces 3,5 millions ? C'est pas grand-chose non plus. Bon, ce qui se joue aussi, c'est la dualité entre les socialistes et les insoumis, notamment. Les socialistes disent, regardez votre position de l'inflexibilité des insoumis qui veulent absolument la démission de Macron ou la dissolution, même s'ils ne veulent pas la dissolution, mais bon, ça peut être l'effet de leur censure répétée, n'obtiennent rien, en fait, au final, de concret pour les gens. C'est l'argument des socialistes. Hein. Ils disent, regardez, nous, en négociant, on arrive à arracher des trucs. Bon, quand ils ont voulu négocier avec Bayrou, ils ont arraché que dalle, parce ils avaient des lignes rouges qui se sont affaissées au fur et à mesure. Ils avaient dit d'abord, pas retailler au gouvernement. Finalement, retailler au gouvernement, ils ont fait, bon, ok, ça passe, mais pas de réforme des retraites. Je crois qu'ils étaient sur l'abrogation au début. Après, ils ont fait, bon, suspension, ça passe. Pas de suspension. Bon, conclave, ok. Le conclave n'aboutit sur rien, et là ils se sont mis à censurer, et c'est là où ils ont rebasculé dans le camp de la censure, et ce qui a conduit à la chute, au vote de confiance perdu de François Bayrou notamment. Mais donc là ils ont l'impression d'avoir obtenu un truc, puisque Lecornu a plus lâché au PS que n'avait fait François Bayrou, ça on peut le dire. Déjà, premièrement. Bien sûr. Après, il y a la taxe Zuckman, elle est écartée, il l'a redit. Et donc, il y a peut-être qu'on peut en parler, il y a les fameuses holdings. Donc, en gros, pas de taxe Zuckman, mais alors, quand même, une volonté que les recettes, et je parle bien des recettes, hein, pas des économies, les nouvelles recettes seraient quand même globalement réalisées par les plus riches, puisqu'on parle donc de prolonger un dispositif de taxation sur les entreprises avec des très très hauts chiffres d'affaires. Donc c'est un peu une taxe sur les super profits, c'est pas exactement ça, mais bon, on est à peu près dans cette idée-là. Ensuite, il y aurait encore un impôt sur les plus riches, je crois que c'est sur la... Je sais pas si sur l'impôt sur le revenu, par contre, en gros sur la... J'ai pas trop compris, j'ai vu qu'il y avait un impôt sur les... Il faudrait qu'on vérifie, sur les plus riches, au-delà de la question des holdings. Je regardais ça, mais en tout cas, il y a la question des holdings. Donc, pourquoi, par exemple, Gabriel Zuckman, peut-être qu'on peut le mettre d'ailleurs, le trade de... Le trade, ouais, j'ai un accent anglais incroyable, de Gabriel Zuckman qui explique pourquoi
pourquoi c'est pas satisfaisant à ses yeux, cette histoire de holding. C'est celui-là, je suppose. Voilà, c'est donc Zuckman qui dit, en gros, j'ai consulté le PLF, donc le projet de loi de finances, et tout a été fait pour épargner les milliardaires, dit-il. Donc, pour résumer un petit peu, en fait, donc, c'est une taxe de 2% sur le patrimoine des holdings. Donc des holdings qui sont notamment créés pour échapper à certains impôts. Sauf que, donc ça peut, sur le papier, c'est intéressant. Ça veut dire que tout ce qu'il y aurait dans ces holdings qui sont mises là pour de l'optimisation fiscale, eh ben, ça servirait plus à rien parce qu'on irait concrètement taxer, alors, peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais en tout cas, on irait taxer ce qu'il y a dedans. Sauf que ce que nous dit Gabriel Zuckman, c'est que dans le détail de ce texte, dans le PLF, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas taxées, qui sont exonérées dans ce patrimoine des holdings. Donc, il donne quelques exemples. Il dit la taxe, par exemple, ne s'applique pas aux immeubles utilisés pour une activité quelconque. Mmh. Donc, dans une holding, en plus, c'est une grande partie de ce qu'il y a dans les holdings, c'est du patrimoine immobilier. Mmh. Donc ça, hop, on enlève. Il y a aussi, ça ne s'applique pas au titre de participation. Si vous avez des actions qui sont dans une holding, vous les mettez dans une holding, comme ça vous n'avez pas à payer de... Enfin, voilà, vous faites un montage qui vous permet d'échapper à des taxes. Ah, on vous met 2%, mais non, c'est bon. Les actions ne rentrent pas dans cette taxation de 2%. Ça ne s'applique pas non plus aux investissements dans les fonds de capital, investissement ou placement dans les PME. Et en fait, Sébastien Lecornu l'a un peu dit à un moment, j'ai plus exactement la phrase en tête, mais il dit je ne veux pas taxer le patrimoine professionnel. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui touche de près ou de loin à quelque chose de professionnel, enfin à la sphère professionnelle, c'est-à-dire d'investir, d'avoir des actions, potentiellement, si on va plus loin, de bénéficier de dividendes, et ben ça, c'est professionnel, donc on n'y touche pas. Et donc, au final, on ne touche pas non plus au patrimoine immobilier, donc qu'est-ce qui reste? À un moment, Gabriel Zuckman nous dit il reste les voitures de sport. Les 95% de l'assiette qui serait touchée par Zuckman est exonérée de l'impôt Lecornu. C'est ce qu'il nous dit ici. On dit que 95% de la fortune des milliardaires serait exonérée de la fortune des milliardaires, oui. Ouais, c'est ça. Et par rapport à ce que lui, ce que sa taxe ciblée, hein, je suppose. Voilà. Et il dit le gouvernement en espère 1 milliard d'euros de recettes de ça, là où Zuckman chiffrait sa taxe à 25 milliards. 20 milliards, enfin, il y avait même sur 1 20 milliards frais de base, je crois, c'est ça. En tout cas, bon, c'était ordre de grandeur, en tout cas. Voilà. Juste parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Sur 1 milliard, on pense que c'est plutôt optimiste. Il y a le Haut Conseil des finances publiques qui s'est penché ce matin sur ce budget et qui trouve que cette estimation est optimiste. Oui, tout à fait. Alors, je voulais revenir sur... parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait aussi une annonce concernant les impôts sur les plus riches. C'est assez flou, mais en gros, il a dit, je crois c'est une phrase qu'on a peut-être loupée au moment où on streamait, le discours, c'était « Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle sur les grandes fortunes ». Voilà, qui n'est pas ça, en gros, ce dont on parle. Donc, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Mais voilà. J'avais compris que c'était. Toi, tu crois que c'était ça? Ouais. En gros, j'ai un doute là-dessus, mais. Il me semble qu'il l'a enchaîné, justement. C'est possible que ce soit ça. Ça. En tout cas, c'est assez décevant si c'est ça. Et donc, est-ce que c'est toujours LR qui parle? Voilà, la première chose à garder en tête. Au passage, j'en profite. Bon, c'est moins sur les retraites, mais. Il a dit quelque chose quand même sur la Nouvelle-Calédonie aussi, donc la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui avait été listée parmi les urgences à traiter avec le budget. Donc en gros, il y avait 2 urgences, c'était le budget et la Kanaki. Et il en a parlé, il a dit qu'il voulait faire rentrer les accords de Bougival dans la Constitution. Accords de Bougival qui sont encore contestés par les indépendantistes sur l'archipel, notamment le FLNKS. Et en plus, ça intervient à un moment où ils ont changé le ministre des Outre-mer. C'est-à-dire que le ministre des Outre-mer, c'était Manuel Valls, depuis François Bayrou.
Non pas qu'on soit fan de Manuel Valls ici, vous vous en doutez, mais Manuel Valls avait une bonne réputation en tant que ministre des Outre-mer, y compris les oppositions, y compris les indépendantistes ultramarins, trouvaient que c'était un interlocuteur intéressant, en tout cas respectueux, on va dire. Et changer de ministre en cours de route alors qu'il était en train de renégocier les accords de Bougival, puisque le FLNKS était en désaccord avec ça. Changer de ministre à ce moment-là, c'est un message désastreux pour les Outre-mer, notamment pour la Kanaki, puisqu'il est remplacé par Naïma Mouchou, qui est une proche d'Édouard Philippe, qui était dans Le Cornu 1, l'éphémère Le Cornu 1, qui était ministre de la fonction publique pendant 14 heures, donc elle n'a même pas eu le temps de faire ses cartons et de voir son bureau. Et maintenant, elle est aux Outre-mer, voilà, sachant qu'elle est députée du Val d'Oise. Mais bon, ça, à la limite, Manuel Valls, c'était pas guadeloupéen non plus. Mais il y a un autre problème qui énerve les ultramarins, c'est qu'il n'y a plus du tout d'ultramarins au gouvernement. Donc voilà. Bref, le signal pour les... Première fois depuis 2002. Non, alors j'ai vérifié. En fait, il y avait déjà eu... c'est ce qu'on m'avait dit, mais en fait, j'ai vérifié. C'est déjà arrivé sous Macron 2 fois. Je crois que c'était sous Attal, je crois que c'est déjà arrivé. Il y en a eu tellement que... Mais ouais, il y a tellement de gouvernements qu'on s'y perd. Mais en tout cas, c'est jamais un bon signe. Et qu'il n'y ait pas d'ultramarin au ministère de l'Outre-mer, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Yael Braun-Pivet a été ministre d'Outre-mer, Darmanin l'a été aussi directement. Bref, il y a eu plein d'exemples. Mais tout ça pour dire que voilà, la Kanaki a été citée dans le discours, parce qu'on avait fait un peu pause à ce moment-là pour pouvoir commenter les retraites, mais il en a parlé, et donc il dit qu'il veut l'entrer dans la Constitution, mais encore une fois, l'accord n'a pas été encore accepté par tout le monde. Donc en parler de le faire rentrer dans la Constitution, ça me paraît un peu... un objectif un peu rapide. Mais bon, voilà. Surtout après avoir changé de ministre en cours de négociation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur... actuellement, pour info, ce sont les écologistes qui sont en train de prendre la parole. Si jamais il y a un truc, on basculera sur le direct. Peut-être redonner un petit point sur cette histoire de suspension des retraites, sans trop... en essayant de pas trop vous embrouiller dessus, mais en fait, il y a quelques points sur lesquels il est resté assez flou. Est-ce que comprennent certains, je regardais une discussion notamment interne pour tout vous dire, ce que comprennent certains de nos collègues de l'Humanité, c'est qu'en fait Sébastien Lecornu va pousser cette espèce de rapport de force avec le PS jusqu'au vote du budget. Un petit peu dans le sens, il y aura suspension des retraites qui sera inclus dans le budget, c'est-à-dire vous votez le budget, on suspend la réforme, vous ne le votez pas, il n'y a pas de suspension. Donc, c'est-à-dire que là, on était sur un rapport de force qui tenait sur la motion de censure uniquement, et après, on verra bien ce qu'il en est. Oui, censurer, ça voudrait dire laisser la réforme s'appliquer. C'est ça le chantage. Alors, censurer déjà. C'est-à-dire on censure, la réforme s'applique, mais ça forcément. À côté de son chemin, quoi. Mais en plus, donc mettons que le PS décide de ne pas censurer, là, il n'y aurait pas, en tout cas c'est ce qu'on peut comprendre, mais bon, ça reste à préciser, la suspension n'arriverait pas tout de suite, mais serait incluse dans le budget, dans le vote du budget ou du PLFSS. Le vote du budget conditionnerait la suspension de la réforme. Et donc, il y aura un nouveau chantage au PS, c'est-à-dire que si vous ne votez pas le budget, la suspension saute. Ça faudra vérifier, parce que je me demande si c'est pas le gouvernement qui peut mettre en pause l'application. Vu que l'exécutif exécute les lois, le gouvernement peut suspendre l'exécution d'une loi. A priori, c'est par décret, ils peuvent. Donc je pense que peuvent le faire. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi du discours de Lecornu. Que ce soit conditionné à la censure, enfin le fait de ne pas se faire censurer, ça c'est une certitude. Sur la question du budget, il faudrait vérifier. Effectivement, ce serait un peu un... J'ai pas de mot poli, mais ce serait effectivement un petit chantage supplémentaire. Mais en tout cas, là, il y a chantage à la censure. C'est-à-dire que concrètement, si vous censurez, effectivement, vous laissez la réforme s'appliquer. C'est ça. Et pour l'instant, les socialistes ne se sont pas prononcés, n'ont pas donné... Non, de toute façon, ils vont parler dans pas très longtemps. Juste, parce que j'ai une question qui est dans le chat. Alors, parce qu'on a parlé des motions de censure, quelqu'un nous reparle des motions de destitution. Je crois que c'est camarade de Loutre ici qui nous dit j'ai cru que les filles voulaient redéposer une autre motion de destitution. Est-ce que s'il y a censure du gouvernement, est-ce que la motion de destitution aura une chance d'être examinée? Alors,
Je vais répondre hors de temps. La réponse est non, mais non 2 fois. Non, pourquoi ? Parce que, premièrement, s'il y a censure, il y aura dissolution derrière. Donc, autant dire qu'il n'y aura rien du tout au Parlement. Il y aura juste l'Assemblée dissoute. Et donc, il y aura élection, etc. Donc, si jamais il doit y avoir une motion de destitution, elle sera déposée après les élections avec la nouvelle législature. Ça nous amène à dans 2 mois, quoi, un truc comme ça. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est quand bien même il n'y a pas censure, ou même quand bien même elle est déposée dans 2 mois, il faut se retirer de la tête qu'une motion de destitution peut passer au Parlement. Ça ne passera pas pour la simple et bonne raison. C'est pas ce que demande camarade Loutre. Demande si elle a des chances d'être examinée. Oui, pardon. Et pour l'instant, ce qui bloque, c'est que les membres RN du bureau de l'Assemblée nationale s'abstiennent, ne votent pas pour éviter qu'elle soit. C'est ça, oui. Parce que oui, bon, alors, effectivement, tu as raison de le dire. C'est vrai que j'ai lu un peu vite. Bon, en tout cas, elle ne peut pas être adoptée parce qu'il faut 2/3 du Parlement, c'est-à-dire 2/3 de l'Assemblée plus le Sénat. Donc, pour le moment, les sénateurs, il n'y a aucun monde où les sénateurs de droite destituent le président, pour l'instant. Après, des choses peuvent empirer, ça peut s'accélérer. S'ils renomment le Cornu 3 après une censure, par exemple, peut-être qu'elle dépasse posera, mais a priori, c'est pas trop l'option. Et donc, s'il y a effectivement, la question, c'est est-ce qu'elle peut être examinée à l'Assemblée, ce qui serait déjà symboliquement fort. Hein. La première fois, le bureau avait voté pour l'examen de la motion de destitution des Insoumis. C'était après la nomination de Barnier, j'ai eu de mémoire, et c'était la commission des lois qui avait bloqué. C'est la commission des lois où ils avaient dit non, par contre, elle ne sera. Enfin, ça a été discuté en commission, mais ça a été enterré en commission, et donc ça n'est jamais arrivé dans l'hémicycle. Considérer que les conditions de destitution d'un président de la République n'étaient pas réunies, que du coup, ça n'avait pas à être discuté dans l'hémicycle et que la commission suffisait. Mais ça avait été discuté en commission. Donc il faut que le bureau l'accepte, ensuite que la commission accepte des lois. Et ensuite, ça va à l'Assemblée, et après, il faut que l'Assemblée la vote et que le Sénat la vote pour que ce soit adopté. Donc, ça ne sera pas adopté. Macron ne sera pas destitué par le Parlement. Voilà, ça, je pense qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Quand bien même, la discussion d'une motion de destitution, pour sa portée symbolique, peut tout à fait être entendable d'un point de vue de vie démocratique, tout simplement. Et alors, quelqu'un me demande, c'est Monkey Spell qui demande est-ce qu'il va forcément dissoudre s'il y a censure ? Ce que je disais en début de vidéo, avant le début du discours de Sébastien Lecornu, c'est que Macron a dit en Conseil des ministres, donc ce matin, que la motion de censure valait motion de dissolution. Donc en gros, s'il y a censure, il y a dissolution. Macron l'a annoncé, c'est assez clair. Donc attendez-vous à s'il y a, admettons, je ne sais pas si ça va être mercredi ou jeudi, mais admettons que ce soit jeudi. Si jeudi, il y a censure et que Lecornu tombe, préparez-vous à une petite prise de parole de Macron à 20h qui annonce une dissolution, et inscrivez-vous sur les listes électorales les plus proches de chez vous.